Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Radio J pour un nouveau numéro de Classico. Au sommaire cette semaine de Classico, la qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. On reviendra notamment sur les grands gagnants du match d'hier entre les Bleus et l'Azerbaïdjan. On discutera également justice avec cette action au prud'homme de Kylian Mbappé qui a attaqué son ancien employeur, le Paris Saint-Germain. Le Madrilène réclame la requalification de ce contrat de travail avec son ancien club en CDI. Une émission un peu spéciale ce soir, vous allez le constater. Il est l'heure de vous présenter le casting du soir. Bonsoir, d'abord à un revenant, Benjamin Krief. Salut Benjamin. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Merci. T'es pas parti très loin, je crois. Certainement. Tu m'avais prêté encore en série B Ouais. italienne. Benjamin, spécialiste de droit social, tu vas nous expliquer tout à l'heure un peu les enjeux de cette double plainte. D'ailleurs, il y en a une seconde dont on parlera tout à l'heure contre le Paris Saint-Germain. Avant ça, peut-être ton image foot du week-end. Est-ce que je suis obligé de faire semblant de m'être intéressé au match d'hier à 18h Azerbaïdjan ou je suis obligé de faire semblant ou pas ? Ouais, je suis obligé. Alors je retiens Mateta. J'ai trouvé que ce joueur a apporté quelque chose, une efficacité, une simplicité. Voilà, un joueur qui est agréable de voir. Il est titulaire, il marque, il fait pas de bruit, il fait sa place petit à petit. C'est un joueur qui m'intéresse et ça m'a fait plaisir de le voir. Il a gagné sa place selon toi pour je sais pas, il y a beaucoup de monde devant, mais je trouve que c'est un joueur qui est intéressant. Sans doute dans un collectif, on dirait que c'est quelqu'un qui amène quelque chose, une simplicité, des rapports assez sains. Il est tombé dans les bras de ses coéquipiers sur chaque but. C'est quelqu'un qui m'intéresse et encore une fois, il est efficace. Hier, une occasion, un but. Bonsoir également Alexis Vizan. Salut Bonsoir Alexis. à tous. Et toi, tu as été convaincu par Mateta hier ? Non, ouais, bien sûr, mais c'est surtout Malo Gusto moi que j'aime bien. Je trouve qu'à droite, il y a une vraie opportunité puisque même si Koundé joue de plus en plus à droite aussi avec le Barça, ça reste pas son poste de prédilection. Malo Gusto, c'est un vrai spécialiste du couloir droit. J'ai trouvé bon hier. Moi, j'avais vu contre Chelsea parce que j'avais été voir les Spurs de Tottenham contre Chelsea. J'avais trouvé pas mal aussi du tout. Voilà, donc il fait erreur sur le premier but, mais c'est un joueur qui a une place à prendre. Vous connaissez forcément notre invité cette semaine, il ne laisse personne indifférent et certainement pas les auditeurs de l'Afterfoot sur RMC. Il fait paraître aux éditions Marabout un livre intitulé Le football selon moi, un livre qui lui ressemble et qui mêle ses souvenirs, ses passions, ses agacements aussi. Bonsoir Daniel Riolo. Salut tout le monde, salut Steve. Et merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Daniel, dans les premières pages du livre, tu écris ne plus vouloir publier de livres, même si tu fais exception ici avec cet ouvrage très personnel. Pourquoi cette exception justement avec cette forme de dictionnaire amoureux du football chez un autre éditeur? Alors tu sais, en fait je pense que je l'ai dit déjà avant le dernier, avant-dernier. Ça doit faire au moins 2-3 livres que je fais en disant stop c'est terminé quoi. Mais qu'est-ce que t'apporte cet exercice écrit par rapport à la radio? Eh ben je sais pas, j'aimerais savoir. Alors je suis encouragé par Géraldine, ma femme, qui trouve que c'est bien, que ça lui plaît, elle aime bien, elle dit que le livre c'est différent, qu'un journaliste qui écrit c'est mieux qu'un journaliste qui écrit pas. Bah, tu l'inviteras pour lui demander pourquoi cette distinction, parce que j'ai pas toujours tout compris. C'est un moment de solitude aussi pour toi qui est toujours entouré d'une bande à l'after? Ouais, bon alors ça, non, pas besoin d'aller dans la psy de ce côté-là où j'ai besoin d'être seul et pas entouré. Non, ça je te laisse l'analyse. Pourquoi En fait, au fond, j'en tire une satisfaction quand c'est fini. Ça me plaît, t'as écrit, t'as pu parler. Alors je vais pas dire que j'ai pas de temps, parce qu'à l'antenne j'ai quand même beaucoup de temps. Je suis à 5 soirs par semaine et on peut pas dire que je suis réellement retenu ou qu'on m'empêche de parler. J'ai quand même du temps. Mais visiblement il m'en faut plus. Donc c'est un autre exercice. En tout cas cet exercice-là m'a beaucoup plu. Je pense que j'aurais... Alors là, je vais une enquête, j'en ferai plus. Ouais. Aller sur le terrain, rencontrer des gens, ça j'en ai plus réellement envie. Mais livre comme ça... Ouais, peut-être. Là, ouais, ça m'a plu. Il y a un tome 2 qui se prépare. À aucun moment, j'ai senti une lassitude quand je l'ai fait, celui-là. Alors que les autres, c'est faut que tu te lèves un peu plus tôt. Ouais, vas-y. Puis prends 2 heures cet après-midi. Ah, mais non, j'ai tennis. Ah non, faut vraiment que t'écrives aujourd'hui. Parce que sinon, l'éditeur, il va pas être content. Tu vas pas être dans les délais et tout ça. Puis après, t'apprends que la plupart des auteurs, ils rentrent super en retard. Et moi, je rentre jamais en retard. Attends, je vais gratter un peu. Alors, c'est sans arrêt une espèce de bataille à l'intérieur du temps, de comment faire. C'est un peu une torture. Que là, mais pas une seconde, ça m'a fait ça. Ça a coulé. Je me demande même, des fois, les gens me disent, mais tu l'as fait quand en fait? Ça prend combien de temps pour écrire un bouquin comme ça? Je sais même pas trop en fait. Je crois que j'ai démarré au début de l'année, janvier par là, et j'ai dû terminer. Alors ça, je sais exactement quand j'ai fini, c'était le 8 août.
au début des vacances. Non, presque. c'était en plein pendant les vacances. J'étais déjà en vacances. J'ai eu 8 août, parce qu'après j'ai terminé le matin et le soir on est allé voir Monaco-Inter. Match amical, début de saison. Et on parlera d'autres publications dans quelques instants de la famille de l'After. Classico réalisé ce soir par Benjamin, épisode 148, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Un hommage au grand joli démarrant avec l'équipe de France victorieuse hier de l'Azerbaïdjan à Bakou pour son dernier match de qualification pour la Coupe du Monde. Messieurs, premier tour de table. D'abord, comment est-ce que vous avez trouvé les Bleus hier et plus largement la semaine dernière avec ce match contre l'Ukraine? Daniel, Benjamin et Alexis. Moi en premier? Ouais. Je m'en fous complètement. Ah, ça me fait Ton plaisir. voisin aussi, je ça me fait plaisir. Mais en fait, Merci, Daniel. en fait, je trouve que j'en ai marre qu'on se force à parler de choses dont on n'a pas à parler. Je pense que ce match est totalement inutile. Et d'ailleurs, c'est en direct ou c'est enregistré? C'est enregistré. Dans les conditions du direct. Non, mais peu importe, c'est juste pour savoir, est-ce que ça va passer avant l'after ou pas? Avant. Bon, bah alors, tu vois, je le dis avant de le dire ce soir dans l'after, pour ceux qui écouteront l'after, je vais faire un avis là-dessus. C'est qu'en fait, le sport, aujourd'hui, vend des événements. Et survend même des événements auxquels on est censé s'intéresser ou pas. Et nous, journalistes, on doit véhiculer ces événements-là. Donc, tu lis le journal, t'écoutes la radio, on cherche des angles. Il y a ceux qui ont marqué des points, il y a ceux qui n'ont pas marqué des points. Et ce match-là, qu'est-ce que ça donne? Et on invente une polémique, Mbappé qui retourne à Madrid. C'est du flan, c'est du bidon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il n'y a personne qui a marqué des points, il n'y a personne qui a perdu des points. Tu peux prendre toutes les Coupes du Monde, tous les rassemblements. Tu verras qu'il y a des mecs qui n'étaient pas en forme 3 mois avant, qui ont été pris dans le groupe alors qu'ils méritaient, de l'avis de la plupart des gens. Ah, mais pourquoi il est là? Ah, mais pourquoi il n'est pas là? Et puis il a joué. Ah, puis à la Coupe du Monde, il était bon. Mais putain, ça faisait 2 ans au club, il n'était pas bon. Pogba 2018, classique. Qu'on arrête de nous survendre des trucs. Éventuellement, j'accepte le truc de dire un mec a peut-être perdu sa place si. Pendant le rassemblement, pas pendant le match, pendant le rassemblement, je sais pas, il a fait pipi au lit, ou il a mangé à côté, ou pour dire qu'il s'est mal comporté dans le groupe, ou qu'il a laissé, il a donné l'impression que ça collait pas avec Deschamps et que la vie de groupe allait pas être bonne pour lui. C'est davantage la vie de groupe que la situation sur le terrain, en fait. Sur le terrain contre l'Azerbaïdjan, mais qui sont dans la Syrie. Ou contre l'Ukraine. L'Ukraine, je t'ai pas dit que c'était au niveau de l'Azerbaïdjan. Tu m'as demandé le match de l'Azerbaïdjan. D'hier et plus largement sur le match contre l'Ukraine. L'Ukraine, il y a eu un match. Bon, il y avait un vrai enjeu. Il n'y avait pas de surprise. On va dire qu'il y avait un enjeu. C'était validé définitivement la qualif. Mais encore une fois, même ce match-là, le fait que Cherki, par exemple, ait pas été aussi bon qu'on l'espérait. Beaucoup de gens l'ont taillé et tout, pour moi, mais ça ne remet rien en cause. Cherki, il aurait même pu jouer comme une énorme merdasse si, pendant les 6 mois qui viennent, il obtient une place de titulaire à City avec Guardiola. Tu penses que ça va l'empêcher d'aller à la Coupe du Monde? Benjamin, je suis complètement d'accord avec sur le cas Chevalier aussi, dont on a beaucoup attendu hier. Chevalier, effectivement, je pense quand même, je suis complètement d'accord avec Daniel. Moi, ça m'ennuie profondément hier à cause de toi, Steve, de devoir allumer ma télé à 18h et de regarder Azerbaïdjan-France, que je sais qu'on va en parler aujourd'hui. Mais je pense que pour les joueurs, ça a quand même une importance. Typiquement, si tu prends Chevalier, il est dans une saison un peu compliquée. C'est important pour lui de jouer dans le but de l'équipe de France. Est-ce que ça lui permet... C'est important parce que ça lui donne une première sélection. Voilà, exactement. C'est important pour la progression des joueurs. Il est dans le groupe, quoi qu'il en soit. De toute façon, tu n'as personne d'autre à mettre à sa place. Tu vois, il n'y a pas de concurrence. Hier, par exemple, Warren Zaïre-Emery. Il est dans une période un peu plus compliquée avec le Paris Saint-Germain. Le fait qu'il soit sur le terrain et qu'il apparaisse en forme, peut-être que ça lui fait plaisir. Voilà, c'est important. Ça pose des jalons pour la suite. Pour Deschamps, je pense que c'est important, effectivement, non pas pour voir qui va être titulaire à la Coupe du Monde, mais là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, la photo de voir les joueurs en forme, les joueurs moins en forme, c'est important pour les acteurs. Après, nous, est-ce que, franchement, on donne un intérêt à ces matchs-là? Franchement, mais aucun. Encore une fois, hier, qui est passionné devant Azerbaïdjan-France? Le fait que ce soit placé à 18h, ça t'envoie un signe déjà. Il y a un décalage d'audience. Il y a un décalage d'audience, ça veut dire que les annonceurs sont moins intéressés, ça veut dire... je crois qu'on a compris. Je suis d'accord avec ça, et en fait, c'est un luxe quand même de pouvoir se dire que ces matchs, on s'en fout. Quand on voit l'Italie, je pense qu'on va en parler après, l'Italie, c'était quand même cata. Quand on voit même le fabuleux retour de l'Irlande contre les Hongrois, on a la chance, effectivement, que la qualification soit plus un sujet. Tant que c'est le cas, c'est vrai que c'est pas... Enfin, ça apporte moins d'intérêt pour les suiveurs, parce que bon, voilà... Peut-être ça peut avoir une incidence, évidemment, pour le diffuseur qui paye pour avoir des matchs en bois, pour les annonceurs qui, sur ces matchs-là, se disent est-ce que c'est réellement rentable? C'est le seul foot qui est encore visible... mais c'est vrai que ça... gratuitement. Ouais, mais regarde les audiences. J'ai pas vu, tiens, pour hier, vous les avez, les audiences? Non.
Mais c'est vrai que ça nous coupe. On pense qu'on a dépassé les 5 millions. Je crois pas. Franchement, ça m'étonnerait. Hein. Mais c'est vrai que ça nous coupe des Sur l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, faut voir les deux parce que après, bon, quand t'es qualifié, c'est pas pareil que quand t'as encore l'enjeu de la qualif. L'Ukraine, je sais même pas si t'étais au-delà de 6. 4,7. Hier soir Mm. bah, pour je trouve que c'est déjà pas mal. Ça nous 18h. Il pleuvait. Ouais, c'est vrai, c'était 18h. Bon. Mais c'est vrai que ça vient nous couper des séances de foot nationales et continentales avec les Coupes d'Europe et autres où on n'a qu'une seule envie, là, c'est de rebasculer dans la semaine prochaine et de retrouver notre foot de club. Aujourd'hui, c'est le foot de club qui déchaîne les passions. Oui, mais parce que la France, elle est au-dessus encore. Daniel, comment tant Alexis faisait allusion à l'instant, comment t'as trouvé les Italiens hier face aux Norvégiens? Pour le coup, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment là, mais de toute façon, ça fait un petit moment qu'on sait qu'il y a un gros problème. D'abord de niveau de joueurs. L'entraîneur nommé par défaut, parce qu'il n'y en a pas. Donc, quand même, historiquement, l'Italie, c'est d'abord des coachs. C'est une pensée footballistique et il n'y en a plus. Tu rends hommage à Carlo Ancelotti dans le bouquin. Ouais. Une légende comme joueur et comme entraîneur. Pourquoi il n'a jamais je sais pas. pris la tête? Il a été l'adjoint, tu le rappelles, de Sacchi en 94. Je vais même te dire, quand Spalletti a été viré, d'ailleurs, soit dit en passant, Spalletti a été viré après le 3-0 en Norvège, où on avait dit que c'était absolument lamentable. Donc, je sais pas, le 4-1 à domicile hier, il se passe quoi? Donc, Gattuso est viré également. Enfin bon, bref. Quand Spalletti a été viré, Ancelotti venait juste d'être nommé au Brésil. Moi, j'aurais trouvé ça classe de sa part de dire, je suis désolé, je vais dans mon pays. Je vais prendre la sélection de mon pays parce que j'ai jamais fait et c'est le moment. Mais bon, il n'a pas fait. Et puis, il n'y a personne. Franchement, le foot est dans une... le truc très intéressant ce week-end, c'est qu'il y avait Sinner qui jouait. Et le tennis italien est pas loin de dépasser le foot. Et ça, c'est quand même non seulement inattendu, mais assez dingue, parce que quand on sait la popularité du tennis, c'est quand même pas un sport populaire, très grand public. Il y a eu un moment dans le match Musetti-Alcaraz, à la fin du premier set, ils ne sont qu'à 1 million en termes d'audience du foot, ce qui est normalement impensable. Impensable. Le tennis était à 3,5 millions. Au moment de la fin du premier set, le foot n'a pas dépassé 5 millions le match d'avant contre la Moldavie, qui était encore un match important, on va dire. Donc, il y a une espèce de recul par rapport à ça. Hier, à San Siro, ça a sifflé, évidemment. Franchement, l'état de la sélection, et très peu de gens croient à la présence de l'équipe d'Italie à la Coupe du Monde. C'est lié aux performances il y a une sorte de résignation. Des clubs italiens aussi. Les clubs sont pas bons, il y a une résignation. L'Inter a été un petit peu une espèce de cache-misère. Ceci dit, sur le match d'hier, quand tu regardais la compo d'équipe des deux côtés, t'avais quand même donc des joueurs de l'Inter, de la Juve. Tu dois faire un peu mieux. Par rapport à la Norvège. Alors, t'as Haaland, donc je suis d'accord, mais quand tu analyses d'autres joueurs. Ouais, mais ça va à 2 à l'heure, ça va pas vite. Il y a pas les mecs qui sont inhibés, ils flippent à mort, ils flippent. Et le barrage, ça va être, mais il y a un tel traumatisme, je sais même pas quand ils vont jouer. Ils vont jouer avec les pieds qui tremblent. C'est un score qui, pour moi, c'est très choquant. C'est-à-dire qu'ils font 4-1 à C'est domicile. le scénario, C'est contre qui le barrage déjà, non? Non, c'est tiré au sort. Là, il y a un groupe où tu peux jouer d'abord. Le premier match, c'est Roumanie, Suède, Pays de Galles ou Macédoine du Nord. Ouais, c'est pas simple, quoi. Il doit rester 2 équipes, mais c'est peut-être Écosse. Enfin, c'est pas terrible. Et c'est après, t'as le dernier match. T'en as 2 à gagner quand même pour y aller. Il y a plus grand monde qui y croit. Il y a une espèce de résignation parce que mentalement, ils sont tellement dans le trou que tout le monde se dit qu'ils vont chier dessus et que c'est terminé. Et Gattuso, c'est pas un super coach. Tu le mets en avant, mais c'est pas un super coach. Non, mais les buts contre la Norvège, les mecs à la défense, ils étaient à 2 mètres, ils les regardaient jouer. Sur le deuxième but, sur la reprise d'Haaland, c'est lamentable. Je reviens à l'équipe de France à propos de Deschamps. Voilà ce qu'a écrit sur le site du Monde Jérôme Latta des Cahiers du football. Quoi qu'il advienne outre-Atlantique, l'ère Deschamps aura été un âge d'or pour l'équipe de France qu'on est tenté de faire remonter à sa carrière d'international depuis 96. La sélection s'est qualifiée 16 fois de suite pour les phases finales de Coupe du Monde et d'Euro, dont 10 pour le Bayonnais. Deschamps représente la figure centrale d'une équipe de France devenue en 30 ans une superpuissance du football des nations. Daniel, totalement d'accord avec ce qu'écrit Jérôme Latta. Oui. Contestablement, il y a des faits. L'équipe... je sais pas si c'est grâce à lui. T'as un réservoir de joueurs depuis des années. Je pense que tu aurais eu d'autres entraîneurs. C'était également possible de se qualifier à toutes les Coupes du Monde. Tu as vu les joueurs que tu as, le réservoir que tu as. La France est devenue un pays... producteur de joueurs, il y en a une quantité bien plus importante que partout ailleurs. Après, sur cette période de 30 ans, on a vu des échecs. On a vu Santini, on a vu Domenech, on a vu Laurent Blanc. Personne n'a fait aussi bien que... Domenech 2006, même si lui n'y est pour rien, et en finale de Coupe du Monde, preuve que tu peux aller en finale de Coupe du Monde sans
Sans grand coach. sans entraîneur. Il y a eu des échecs. Deschamps, il arrive, il prend l'équipe après en 2012. Blanc s'est pas planté. Il a fait un quart de finale, il perd contre l'Espagne. Soit par là. Je ne considère pas Blanc comme une lumière non plus. Hein. Donc après, il s'est servi des joueurs. Ses qualités de management pour obtenir des résultats, on les connaît. Après, tu as le droit de pas kiffer son jeu. Mais il a à disposition des joueurs quand même assez incroyables. Mais là, c'est une séquence qui ressemble bien au foot de Deschamps, je trouve. La séquence qu'on vient de voir à Ukraine et le match d'hier, tu commences mal, et tu sens que Deschamps, il a inculqué quand même à ses joueurs cette discipline, cette manière de faire des efforts, d'aller chercher la victoire quoi qu'il arrive. Italienne, le devoir, un peu. Et donc, ça ressemble à Deschamps. C'est un match où tu t'es fait chier. Il n'y avait rien de très beau, mais tu gagnes et tu sens que tu as fait le taf. Et après, là où Deschamps a quand même quelque chose, c'est que pendant les phases finales et les matchs à enjeu, sans doute qu'il arrive, c'est pas sans doute, c'est sûr, il arrive à inculquer quelque chose. Et au moment où il prend l'équipe de France, le football français avait besoin de cette grinta, cette manière de savoir gagner, de savoir gérer les grands rendez-vous. Donc c'est ce qu'il a apporté. Par contre, aujourd'hui, je pense la plupart des suiveurs du football attendre Zidane ? Bien sûr, mais sans que ce soit une insulte à Deschamps. En équipe nationale, t'as plein d'entraîneurs. Je suis sûr, si on te dit ils ont gagné à la tête de leur sélection, on retrouve même pas le nom des sélectionneurs. Je crois que Scaloni est une légende du coaching. Mais il aura fait quoi, 12 ans là, Deschamps ? 12 ? Qu'est-ce que t'as comme mandat là en cours de sélectionneurs qui sont restés 12 ans en place ? C'est dingue. Encore une fois, il a eu des super résultats. Et loin de moi l'idée de dire qu'on lui reproche quelque chose. Mais ça y est, t'as fait un bail de 12 ans. Tout le monde a besoin de changement, et que ce soit Zidane ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, on a besoin de changement, c'est certain. Daniel, comment ça a vrillé entre Deschamps et toi ? Tu le présentes dans le livre comme un calculateur, un stratège de la relation humaine, et tu reviens sur une conversation téléphonique un peu tendue après l'émission. La conversation téléphonique que je raconte, c'est en 2015, et c'est après le contexte, c'est quand on apprend qu'il était au courant, ainsi que 2 autres personnes, de Naïsna. Il savait qu'il allait avoir grève, il savait ce qui se passait en gros. Alors que nous, on avait tous pris dans la tronche ce qu'on peut appeler le plus grand scandale du football français quand même. Et donc 5 ans après, on te dit, tiens, celui qui est le sélectionneur, celui qui est une espèce de personnage central du foot, lui et son agent étaient au courant. Ah bon ? Il était au courant de quoi et quand ? Il était au courant que ça allait arriver, qu'il allait avoir la grève, que ça allait exploser. Il était au courant de ce qui se passait en coulisses. Alors que nous, on l'avait vécu comme une énorme surprise. Donc tu te dis, des joueurs dont l'agent était Bernès ? Probablement. Je ne sais pas comment il était au courant. En tout cas, lui, il l'a dit. Il a cette déclaration de dire « Oui, on savait ce qui allait se passer ». Et là, je crois qu'il ne mesure pas le choc que ça va produire. Et ça a produit un choc. Nous, on en parle dans l'émission. Je crois qu'il y a plusieurs médias parlent de ça. Il dit, mais comment c'est possible ? T'es un personnage central. Pourquoi t'as rien dit, en fait ? Si t'étais au courant, tu pouvais pas, j'en sais rien, intervenir. Ou en tout cas, que tu aies gardé si longtemps en toi le fait que t'étais au courant, que t'as rien dit. Mais t'as rien dit, ça veut dire que ça t'arrangeait que ça explose ? Ça t'arrangeait parce que Blanc allait prendre la suite, parce que Blanc partageait le même agent. Forcément, j'affirme pas, mais ça te bouscule dans ta tête. Tu te poses des questions. Tu te dis, c'est quand même incroyable, ça. Vous étiez au courant, vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait. Donc ça, c'est le contexte. Et donc le soir, on apprend ça, on en parle le soir à l'antenne, et je dis de toute façon, dès qu'il y a une affaire louche dans le football français, en gros, Deschamps n'est jamais loin. Chose que Dugarry a dit, que la plupart des joueurs de 98 disent d'ailleurs. Hein. Manu Petit dit la même chose. Il se trouve qu'on a bossé avec beaucoup de ses coéquipiers. J'ai même bossé avec Deschamps d'ailleurs. Ouais. Effectivement, jusque-là, moi, j'avais plutôt une bonne relation avec Deschamps. Alors, la bonne relation avec Deschamps, il faut savoir ce que c'est tu dis du bien de moi, sinon, tu n'as pas de bonne relation avec moi. Tu écris qu'il attend une attention un peu servile vis-à-vis tout le temps, des gens avec qui il bosse. Il était venu à RMC, puisqu'on avait bossé ensemble, on avait fait l'Euro 2008, il était venu me voir. Mais tu sais, si tu as besoin de me parler, pas la peine de passer par l'attaché de presse, tu as mon numéro, tu m'appelles, machin et tout. Voilà, c'est sa méthode. Sa méthode, de toute façon, elle est claire, nette, précise. Il suffit de voir Raphaël Raymond, son attaché de presse aujourd'hui. Qui suivait l'équipe de France. Enfin, l'OM d'abord et l'équipe de... D'abord, il suit l'OM. Au moment de la guerre, Anigo, Deschamps, de tout le bazar qu'il y avait en 2009-2010 à l'OM, il suffit de revoir comment étaient orientés les papiers de l'équipe. Deschamps quitte l'OM, va en équipe de France en 2012. Ce journaliste-là ne suit plus l'OM, mais devient le journaliste qui suit l'équipe de France. Là, c'est encore une coïncidence. Là, on est que dans le hasard, évidemment. Cette personne-là, puisqu'elle a des infos quand même, elle est promue.
chef du foot, chef de l'équipe de France. Mais là, c'est encore un hasard. C'est des choses qui arrivent, tu vois, jusque-là, c'est bon. Donc, ce gars-là suit l'équipe de France avec Deschamps et tout, et au bout d'un moment, ce gars-là quitte l'équipe et devient attaché de presse de la 3F. Et là, évidemment, c'est encore du hasard et c'est encore une coïncidence. Voilà. Donc, voilà comment, en gros, il récompense ou comment il voit le fonctionnement des médias. Je le sais, moi, parce qu'il y a des journalistes avec qui il est très, très bien. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est très bien avec lui. Comme quoi, c'est une grande famille à l'intérieur de laquelle il peut y avoir des déchirements, des trucs un peu donc, bizarres. après cette émission sur Nice Night, comme moi, je ne fonctionne pas à ça, je déteste ça. Voilà. Et donc, arrive cette émission où je dis ça. Donc, il est forcément très étonné que je dise ça. Moi, je suis un peu exaspéré d'apprendre ça, que le gars était au courant, machin et tout. Et là, en tête, effectivement, me reviennent les histoires de l'OM, les machins, les trucs et tout. Et je sors cette phrase comme ça, mais un peu désespéré, désenchanté. Je dis, c'est vraiment, c'est écœurant, espèce de magouille du foot français. Les mecs, ils savent des choses, ils disent pas, ils se cachent. Et va savoir s'il n'y avait pas des intérêts. Enfin, c'est plus une interrogation, tu vois, une espèce de, un peu un goût amer et tout. Et là, le lendemain, il me téléphone, puisque donc nous avions nos numéros. J'étais au parc avec les enfants, c'était un mercredi après-midi. Et là, il part en furie au Quand téléphone. il t'appelle, tu te dis, bon, ça va mal se passer. Si t'appelles le lendemain d'émission, tu te dis... Non, en plus, c'est en numéro masqué. Donc, j'identifie pas, il y a un peu de bruit dans le parc et tout. Donc, c'est Didier. Donc, je m'éloigne un petit peu. Ouais, ça va, Didier et tout. Ah, ça va pas du tout, machin. Et là, il part en toupie. Tu te rends pas compte. Quoi, tu peux dire un truc pareil. Mais méfie-toi quand tu dis des choses comme ça. Vraiment, faut faire attention et tout. Et là, j'explose moi aussi. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire, méfie-toi, qu'est-ce que ça veut dire, machin, t'es en train de me menacer. Et là, évidemment, c'est un moment où ça se passe pas bien. Et puis après, il retombe, il me dit, mais non, mais je t'ai pas dit n'importe quoi, je te menace pas, voyons, c'est pas ça que je dis. Mais machin, je comprenais pas la nature de la conversation, en fait. Donc la conversation s'est arrêtée, et puis voilà. Mais moi, à aucun moment, mes commentaires postérieurs n'ont été liés à cette conversation. Je l'ai toujours dit. Moi, je l'ai toujours appelé le puits de science. Parce que, comme a dit Benjamin il y a 2 minutes, le gars, il sait gagner, il sait comment faire, il maîtrise ça. On a le droit de pas aimer la méthode. On a le droit de pas aimer la façon qu'il a de voir la relation journaliste, machin. Mais on a quand même le droit de dire qu'on n'aime pas la façon qu'il a de voir le football. Il y a aucun problème à ça. Deschamps qui a déposé plainte par ailleurs dans une autre affaire maintenant, celle qui concerne pour diffamation à propos du cas Karim Benzema, plainte bientôt examinée, c'est ça, en décembre par la 17e. Ah non, jeudi après-midi. Cette semaine ? Eh oui, il y a du monde. Hein. D'accord. Ça va se bousculer au tribunal. 17e chambre correctionnelle. Je vous annonce, il y a du monde. Qu'est-ce qu'il te reproche exactement ? Ça, d'avoir dit qu'il avait menti. Voilà. On verra. Tu veux des conseils d'un avocat ? Hein ? Tu veux les conseils d'un avocat ? Pour jeudi après-midi, j'espère qu'il en a déjà, parce que c'est un peu tard. On peut travailler, mais c'est un peu tard. Hein. J'en ai un qui est très bien. Celui avec qui on a gagné contre Neymar. Et on verra bien. Enfin, honnêtement, ça fait désormais partie de ton job. Ouais, tu vois comme ça ? Franchement, j'arrive pas à comprendre. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on en arrive à ça. Je veux dire, il aurait suffi qu'ils disent je viens sur le plateau et je vais dire pourquoi t'as dit ça et t'aurais pas dû dire ça. Et voilà, on a une explication, on n'en parle plus, quoi. Faire un procès pour ça. Tiens, menteur. Là, l'injure, quand même. Là, la diffamation. Donc, évidemment, j'arrive pas à poil dans le dossier. Voilà. Moi aussi, j'ai un dossier épais et puis maintenant, on verra ce que diront les juges. Mais franchement... Et pour rebondir sur ce que dit Steve, c'est vrai que quelque part, est-ce que tu dis pas que en fait, finalement, ta voix porte tellement que les gens se disent... ils touchent tellement de gens qu'ils se sentent outrés ou autres. Il vient pas sur le plateau. Ça, je suis d'accord, mais si ça porte, comme tu dis, il vient sur le plateau, il se met en face de moi et dit « Ouais, t'as dit ça, je le contredis, voilà pourquoi je le contredis. » Il y a, je pense, des chances assez importantes que ça se passe plutôt bien et que ça se termine bien. Qu'on acte un désaccord, on dit moi je pense ça, toi tu penses ça. Il y a rarement eu de clash avec nos invités, à part Gérard Lopez, une fois. Donc il donnera sa version, je donnerai ma version, on serrera la main, il rentrera, il n'y aura pas de procès et tout ira bien. Pourquoi aller, enfin, je veux dire, quand on sait à quel point la justice est encombrée et tout, qu'est-ce qu'on a besoin de perdre un temps fou, parce que c'est quand même beaucoup de temps de préparer un procès. Et tu l'interprètes comment sur cette volonté de judiciariser la chose ? Alors honnêtement, je n'en sais rien. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je dis je vais passer la journée au tribunal. En plus, avec le dossier que j'ai, je suis assez confiant. Pourquoi on va perdre du temps là ? Pourquoi, avec une décision qui sera rendue probablement en janvier ou fin janvier, début février,
à 4 mois de la Coupe du Monde, s'afficher dans un résultat qui peut être défavorable. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il est bien conseillé ? Est-ce qu'il y a besoin de perdre du temps, là, comme ça ? Tiens, il est dans sa dernière année, il y a la Coupe du Monde. Pourquoi pas s'en aller tranquillement, en rangeant les vieux dossiers ? Il vient dans l'émission, on en parle. Benjamin, qu'est-ce que dit cette judiciarisation polémique mais c'est footballistique, de toute façon, au-delà même du sujet du football, c'est sûr que dans notre société, on a une judiciarisation croissante des rapports. Aujourd'hui, on va beaucoup plus saisir la justice pour régler les conflits qu'on a dans notre vie. Ici, les questions de diffamation. Donc la diffamation, vous savez ce que c'est ou pas, c'est le fait de dire des termes qui portent atteinte à l'honneur, à la réputation de quelqu'un, et ensuite en défense, on plaide soit ce qu'on appelle l'excuse de bonne foi ou l'excuse de vérité. C'est-à-dire, je pensais de bonne foi que ce que je disais était vrai. Et donc, il faut prouver des éléments pour montrer qu'effectivement, voilà ce que j'avais en main, voilà pourquoi j'ai dit ça. J'ai pas juste voulu diffamer, exactement, juste pour faire du mal. Et dès lors, c'est des procès très compliqués, diffamation. Quand tu en demandes en diffamation, on dit souvent à nos clients que c'est très très difficile. Donc c'est pour ça que, en entendant Daniel, effectivement, connaissant les arcanes de ces instances judiciaires, je sais que c'est beaucoup de la posture pour marquer avec force ton désaccord. Ensuite, le résultat, il est franchement beaucoup plus compliqué à obtenir. Alors de manière assez contre-intuitive, tu reviens sur l'aventure L'After, tu expliques être toujours assez inquiet de l'avenir de cette émission sur RMC. Sans piternelle question, l'émission va-t-elle être reconduite la saison prochaine ? Qu'est-ce qui nourrit chez toi cette préoccupation alors que l'émission cartonne depuis maintenant presque 20 ans ? Je sais pas, ces derniers temps c'était moins ça, mais c'était surtout au début, comme je le raconte, les premières années, effectivement à chaque fois j'étais un peu angoissé entre le fait que, en gros, ça fasse trop de polémiques et que au bout d'un moment la direction dise non, on arrête. Bon, après évidemment avec le temps ça s'est tellement installé, le succès aidant, j'avais plus cette crainte-là. La crainte qui s'est substituée, c'est plus celle de dire c'est marrant parce que je crois que la première fois j'ai dit je ne vais pas à 45 ans continuer à faire ça. Je ne vais pas à 50 ans continuer à faire ça. Parce que tu te dis forcément qu'à un moment, tu vas changer. Tu peux faire autre chose. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, tu as des images. Ou aller ailleurs. Tu parles des propositions d'RTL en 2024. Il y a des choses comme ça. La première fois, c'était l'équipe en 2016. Ça a peut-être été la fois où réellement j'y ai pensé. Parce que RTL, je ne suis pas sûr d'y avoir vraiment, vraiment beaucoup pensé. Et l'équipe, c'était Gilbert et moi. L'équivalent de l'équipe du soir. Ouais, voilà, c'était en 2016, donc c'était il y a quasi 10 ans. 10 ans, ouais. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai sans arrêt cette angoisse, que ça plaise moins. J'ai toujours peur que qu'il y ait une lassitude chez les gens, chez nous. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours un petit peu ça, quoi. J'ai toujours un peu cette crainte. Bon, heureusement, il y a rien qui matérialise cette crainte. Tout va bien, mais bon. Et le rachat justement de RMC par Saadé, sponsor de Marseille, est-ce qu'il y a aucun impact ? Est-ce que ça peut avoir un impact ? Et qu'est-ce que ça aurait comme impact ? Je sais pas, on voit bien que quand Bolloré est à Canal+, ça a un impact quand même sur la chaîne, sur les machins. Mais il n'a pas racheté l'OM. Non, il est sponsor maillot. Oui, il est sponsor maillot, mais ça. Sponsor maillot, t'as l'oreille. Non, c'est McCourt le patron. Je suis d'accord. Donc tu penses qu'à Lille, Boulanger, ils ont leur mot à dire ? Alors, les sponsors, t'as quand même toujours un. Non, mais il n'a pas racheté l'OM, mais bon, Saadé à Marseille, il est quand même très important. Saadé à Marseille, il est important à Marseille, il n'est pas important à l'OM. L'OM, c'est Franck McCourt le patron. Oui, mais bon, un sponsor maillot, je sais pas combien il paye. C'est toujours le prix du maillot. Sponsor maillot, mais tu crois que ça, d'après toi, dans le budget le budget de l'OM, c'est quoi ? Entre 150 et 200, peut-être même 230 millions ? C'est quoi combien la somme du sponsor maillot d'après toi ? 15, 20, 30 Même pas. Peut-être entre 5 et 10. Vous êtes radin. Vous êtes radin. Tiens, t'as ton téléphone, fais une recherche pendant qu'on discute de Regarde sur GPT. Jamais de la vie. Ça a quand même t'as quand même un sponsor maillot, il y a quand même des accès. Bon, écoute, alors, en tout cas, ça fait fantasmer des gens. Alors, c'est bien parce que nous, on est passé de Patrick Drahi. Ouais. Donc là, on était carrément, on recevait les ordres de je ne sais où, tu vois, de direct de Dieu, et puis je sais pas duquel, mais bon, voilà, c'était c'était tous les fantasmes possibles, alors que de ma vie, je l'ai jamais croisé. Donc je sais pas comment l'influence se fait et tout. Alors j'en sais rien, peut-être que Bolloré il descend dans les bureaux, je sais pas, c'est peut-être ça qui alimente les fantasmes de partout. En tout cas, nous, t'as eu Stéphane Guy qui était parti, on a toujours sans penser que c'était je mets que des suppositions. Probablement, mais tu as parfaitement raison, mais nous, jamais personne est venu nous dire quoi que ce soit. Jamais personne. 9 millions annuels. Ouais, entre 5 et 10, on était pas là. Sur 230, ça va aller.
Ouais, non, bien sûr. Comment vous pensez, Daniel, le Donc personne développement n'était jamais venu à l'époque de Patrick Drahi. Jamais personne nous a dit quoi que ce soit. Et là... Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas peur et d'une là, perte c'est d'autonomie, AD, quoi. mais Le concept de l'émission, c'est l'autonomie. c'est Alors, AD, je suis je sais d'accord. qu'il connaît l'after parce que son fils joue au foot et son fils écoute l'after. Ouais. On a déjà croisé Madame Saadé, Véronique, qui s'intéresse beaucoup à la vie des médias. Après, par ailleurs, je pense qu'il a vraiment beaucoup de choses à faire, Rodolphe Saadé. Je ne suis pas sûr que ce qui se dit dans l'after, et surtout au sujet de l'OM. Et pour aller au bout de l'histoire, il se trouve que j'entretiens de très bons rapports avec les dirigeants de l'OM. Donc je pense que s'ils ne sont pas contents de ce que je dis, ils vont m'appeler. Et je pense qu'aujourd'hui, alors ça c'était la version d'avant, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens dans le foot qui ont compris que ça ne servait à rien de m'appeler, moi. Mais vraiment rien du tout, quoi. Et ça, c'est pour le coup, les 20 ans, ça donne cette chance-là et ce pouvoir-là. C'est-à-dire que si on pense qu'avec un coup de fil... En fait, le truc, c'est que de toute façon, je parle à tous les présidents. Sauf Nasser en direct. Je lui parle indirectement. Mais pas directement. Sinon, les autres présidents, je leur parle en direct si j'ai envie de leur parler. Ou s'ils veulent me parler. Donc, si j'ai l'influence d'un, j'ai l'influence de l'autre, je vais avoir l'influence de tout le monde au final. Donc, bon, bah, on va dire que, comme on dit pour les erreurs d'arbitrage à la fin de la saison, ça s'équilibre. Tu disais, Daniel, que Steve disait que tu avais parfois l'inquiétude que l'émission soit reconduite parce que beaucoup trop peut-être de polémiques, etc. Mais la polémique, c'est un peu ton ADN. Dans ton personnage à l'after. Non, mais au début, c'est pas l'ADN. Au début, nous, quand on s'installe et quand on fait ben non, moi, je suis pas là pour faire de la polémique. Moi, je suis là et pour donner des infos et pour donner mon avis. Si mon avis plaît pas à certaines personnes et ces personnes-là créent des polémiques, parce que très souvent, les polémiques, il faut voir quand même qu'elles naissent d'interprétations, de retranscriptions d'extraits et pas des passages en entier. Il faut savoir quand même que Twitter, c'est 2011. Le virage, de toute façon, en plus, c'était au début de l'after. Donc, c'est pour ça que cette image, elle est restée. Mais la façon dont ça a révolutionné le journalisme, les avis, les opinions et l'entretien des polémiques, c'est complètement faux dans notre société. Dire, on te prend... tu sais combien il y a de sites liés au PSG ou liés au foot qui reprennent ce qu'on dit dans l'after. Il n'y a pas une fois où je lis un truc, un extrait qui a été repris, où c'est pile ce que je disais. C'est tout le temps, à partir du moment où tu prends un extrait, forcément, t'es hors contexte. T'es toujours hors contexte. Il y a même des trucs, mais parfois, je te jure, il y a certains sites, j'ai envie d'appeler. Après, je sais comment ça fonctionne. Hein. Souvent, c'est des stagiaires, c'est des journalistes sans expérience, ils sont là. Et des fois, c'est même chez nous que ça arrive. Des fois, c'est même les jeunes de chez nous qui sont au print, ils reprennent des bouts et à chaque fois, je me bats, je dis putain, mais pourquoi vous reprenez un bout comme ça? D'ailleurs, je vais me faire prendre une vague d'insultes pendant 48 heures. Arrêtez avec vos extraits à la con, quoi. Essayez d'élargir ou de dire les choses comme il faut et tout. Nous, on essaie d'avoir des propos un peu étayés, on parle, en plus, on a le temps dans l'after. Et tu résumes ça, t'en prends 10 secondes, tu le mets sur les réseaux, ça enflamme tout le monde. Après, on dit, ah, mais toi, ton truc, c'est la polémique. Bah non, mais c'est pas mon truc, la polémique. La polémique, elle est entretenue par les extraits qu'on prend, quoi. C'est surtout ça qui fait la polémique. C'est pas tant, moi, ce que je dis, parce que moi, j'aimerais bien qu'on sorte une phrase dite par moi qui a fait polémique. Non, c'est un avis. Un avis, forcément, ça fait une polémique, un avis. Ok, il suffit que quelqu'un soit pas d'accord et ça fait une polémique. Est-ce que parfois, parmi les nouveaux consultants, alors tu expliques que donc il y a beaucoup de consultants qui sont passés par l'émission, notamment d'anciens joueurs, Larquet, Luis Fernandez, Courbis, plus récemment Jérôme Roten. Tu parles à son propos d'ailleurs de trahison. Et par la suite, avec un consultant plus jeune, Walid Acharchour, tu fais d'abord l'éloge de ses compétences footballistiques et en même temps, tu expliques que il y a une sorte de cordon à couper, que malgré l'affection que tu pouvais lui porter, à un moment donné, il a dû peut-être s'opposer à toi pour exister. C'est comme ça que certains s'imposent. Alors pour Jérôme, donc lui c'était un petit peu plus qu'un consultant de passage, parce qu'on a quand même fait l'émission ensemble pendant 5 ans. Donc on a été très proches. Jérôme, c'était quelqu'un pour moi vraiment que je considérais comme un ami. On l'a vraiment, nous, l'idée, c'était qu'un jour, il ait son émission à lui. On était convaincus qu'il allait la voir, qu'il allait prendre la place de Christophe Dugarry. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Jérôme, on était au Qatar ensemble, on passait les journées à la piscine, on jouait au tennis ensemble. C'était un vrai partenaire de tennis, tout, vraiment quelqu'un que j'appréciais. Bon, il s'est passé des trucs qui m'ont profondément déçu dans ses prises de position par rapport à moi dans son émission. C'est allé assez loin, on s'est fâché. Et il se trouve que quand le livre est sorti, eh bien, la semaine qui a suivi, il m'a appelé, on s'est vu et il s'est excusé sur des excès de sa part. Et j'ai trouvé que c'était assez digne de lui. Enfin, moi, ça m'a plu et voilà. Donc,
Le livre aura au moins servi à ça. Donc maintenant, je ne vais pas dire tout va bien, mais en tout cas, moi j'ai tourné la page, j'ai aucun problème. À partir du moment où quelqu'un fait une démarche en ce sens, je trouve que j'ai trouvé ça bien, quoi. Walid, c'est différent. Walid, pour moi, c'est vraiment un mec que j'ai connu très tôt, auquel j'ai cru très tôt, que j'ai aidé, que j'ai soutenu, en qui j'ai vu un potentiel. Et je pense qu'il est tombé dans la machine des réseaux sociaux. Et je pense que oui, moi j'estime à mon encontre une vraie trahison, ce qu'il a fait au mois d'avril. Quand on colle le tampon facho dans le dos de quelqu'un, c'est très grave. Et ça m'empêche pas de faire... C'était après l'interview de la députée Caroline Yadan, c'est ça ? Moi, quand il vient ce soir, on va faire l'émission ensemble, j'ai aucun problème. Je peux faire l'émission avec lui, je peux rigoler avec lui, j'ai aucun souci. Mais pour moi, c'était plus que ça. C'était une espèce de... Je le voyais comme un filleul. C'était quelqu'un qui a toujours écouté l'after, donc qui, je pense, avait beaucoup d'affection pour moi, autant que moi j'en avais pour lui. Et que ce qu'il a fait, je ne le comprends toujours pas d'ailleurs, parce qu'il s'en est jamais expliqué. Donc, ceux qui lui ont parlé, avec qui il en a parlé, disent que c'est pas vraiment comme ça qu'il voyait les choses, que je l'ai déçu ou ceci ou cela, mais moi, j'arrive pas trop à comprendre en quoi j'ai pu le décevoir, en fait. Il suffisait qu'on en parle. Moi, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit Walid, moi, je serai toujours là pour toi. Tout le temps, quoi qu'il arrive. Mais ça te fatigue parfois d'avoir cette étiquette de facho, d'islamo... c'est insupportable. D'islamophobe collé sur le... mais c'est insupportable. Je veux dire, il y a tout qui prouve le contraire, et... l'instrumentalisation, toujours la même, toujours faite par les mêmes gens, sur les réseaux, c'est insupportable. En plus, moi, je ne peux pas me cacher, tout le monde sait exactement ce que je pense. Tout le monde, moi je vais même politiquement, me mettre à poil, dire quelles sont mes préférences. Voilà. Il y a des sujets en plus dont je ne parle même pas, qui ne m'intéressent même pas, donc je n'ai pas envie de parler. Je ne vois pas, quoi. S'il y en a, oui, mais après, maintenant, le problème, c'est qu'on est dans une époque où, quand t'es à droite de LFI, t'es un facho. Donc, oui. T'aimerais animer une émission politique ? Étant donné que je suis quand même bien à droite de LFI, je dois être pour certains vraiment un énorme facho. Tout le monde sait que je sais pas, en rigolant, en plus j'en rigole quand à l'antenne je parle du général, tout ça, tout le monde sait que c'est ces idées-là. J'ai l'époque dans laquelle j'ai grandi, on a grandi avec cette figure-là, avec mais à tous les niveaux, même en politique internationale, moi, je suis toujours dans les clous du général. Voilà, je le dis en rigolant, faut pas chercher bien loin. Je suis transparent à 100% sur mes opinions politiques. Je suis tout le monde, j'ai même pas, j'ai même pas envie de me... Un point commun avec Stéphane Guy. Ouais, voilà, en plus, ouais, c'est vrai, d'ailleurs, on était souvent d'accord là-dessus. Moi, j'ai pas... En plus, aujourd'hui, t'es obligé sans arrêt de te justifier, mais... Ouais, non, tout le monde sait que je suis pas LFI, tout le monde sait que je suis pas RN. Tout le monde le sait où je suis placé. Et tout le monde sait que je suis pas de gauche, il reste pas beaucoup de place après, non ? Mais c'est vrai que cette séquence dont tu parles, elle était en fait, regrettable. Et bim, on te met un tampon, t'es un facho. Pour nous, des amoureux de l'after et du foot, c'est vrai on écoutait ça avec, en tout cas pour ma part, avec déception et gêne, parce qu'effectivement, on sentait qu'il y avait peut-être une partie des intervenants de l'émission qui étaient prises dans cette posture réseaux sociaux, comme tu disais, parce qu'effectivement, il fallait faire plaisir à leur communauté, à l'électorat qui les suit sur les réseaux, et du coup, on sentait que du coup il y avait des positions qui avaient été prises pour faire plaisir à cette posture généralisée qui à ce moment-là se poursuit d'ailleurs, qui était la bonne ou la majorité. Nous en l'occurrence il n'y avait aucune posture. Nous il y avait un sujet, il y avait une mission parlementaire sur laquelle j'avais été interrogé. Je dis dans le bouquin en plus que il y a certainement eu un peu de vanité chez moi, et peut-être vanité déplacée, de dire que comme on m'avait demandé de participer à une mission parlementaire, je trouvais ça bien d'en parler à l'antenne. Donc probablement que j'ai et que j'ai pas du tout. Derrière, il y a la députée Yadan qui était venue dans l'émission. Et c'est là où derrière, il a fallu s'excuser parce que, sans refaire tout le débat qui était absolument abject. Il n'y a pas eu d'excuse ni de ma part, et Gilbert n'a pas dit qu'il s'est excusé. Mais il expliquait le fait que. Et c'est vrai, voilà, c'est ça moi dont je parle. On a eu l'impression à ce moment-là que. Pour éteindre toute polémique, il valait mieux faire plaisir au courant majoritaire à ce moment-là plutôt que continuer à dire on n'a rien fait de mal en invitant cette personne. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de courant minoritaire ou majoritaire par rapport à ce qu'elle disait, c'est par rapport à ce qu'elle était. Mais c'est exactement ce que je dis. Il était là, en fait, le problème. C'est exactement ce que je dis sur les réseaux sociaux. On a vu des horreurs sur les réseaux sociaux. T'as vu des horreurs. Mais les mêmes horreurs qui commentent chacun de nos extraits sur les réseaux sociaux. Moi, il se trouve que je l'ai expliqué. Dans ma vanité d'avoir participé à cette mission parlementaire, c'est peut-être ma seule erreur, elle est là.
Moi, en fait, je ne sais. Alors, ça peut paraître complètement fou. Je ne savais pas qui elle était. Je ne savais pas. Et c'est vrai que certains de ses propos sont très extrémistes et me gênent. Je ne suis pas dans son courant. Sauf que elle était. Enfin, moi, le seul truc sur lequel je me suis informé, c'est elle est députée Ensemble pour la République. Donc Macron. Donc moi, bêtement, je fais bon, toi, on n'est pas du tout dans l'extrémisme. Gilbert était pas là, on n'en a pas. Il y a Nico me dit mais t'es sûr, machin. Je dis mais pourquoi ? Et en fait, moi, le seul truc qui me vient en tête, c'est ce qu'elle est qui vous emmerde. Et en fait, je ne me soucie pas de ce qu'elle dit parce que c'est pas dans mon algorithme. Alors que j'ai découvert après que c'était une inondation sur les réseaux de ce qu'elle disait, de ses. Moi, il se trouve que tu sais, vous savez comment ça marche sur les réseaux. Des fois, t'as pas un canal qui te tient. Franchement, elle passe jamais à la télé. Enfin, moi, à la télé, j'ai jamais. Enfin, pourtant, moi, j'ai l'impression. C'est tout à fait respectable. On l'accueille très régulièrement ici. Moi, j'ai l'impression. J'avais réécouté le passage qu'elle avait fait chez vous. Ce qu'elle dit à la radio, elle dit rien de ouf. Exactement. Elle dit rien de ouf. Parce qu'en fait, l'entrisme religieux, mais on en a parlé 1000 fois dans l'after. Et surtout que moi, ce soir-là, je dis un truc nouveau dont on n'avait jamais parlé. C'était le nouveau courant évangélique dans les vestiaires. Ouais. Parce que moi, j'ai sur le plateau Abel Boilly, qui est un éducateur de terrain, qui connaît tout ça par cœur, avec qui je parle depuis des années, et qui me dit, ouais, au début, il y avait des problèmes avec l'extrémisme de l'islam, mais maintenant, attends, fais gaffe, tu vas voir, il y a des cathos qui sont devenus complètement tarés. Maintenant, ils imposent le carême aux entraîneurs et tout. Donc, je m'informe, je suis informé là-dessus. Donc, moi, la présence de cette personne, d'un tel ou tel, moi, je m'en fous. Moi, comme je dis toujours, mais vas-y, fais venir le diable, on lui demandera s'il fait chaud au sous-sol, quoi. Sur le coup, ça m'alerte pas. Je ne pense pas que ça peut mettre le feu comme ça, que ça peut être un enfer et tout. Et on a le droit en plus de pas. C'est bien compliqué d'organiser on a le droit des débats. De pas être d'accord. On a le droit de pas être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Sociétaux, et moi, je suis pas d'accord avec 1 milliard de trucs qu'elle dit. Je trouve qu'elle va beaucoup trop loin. Mais en fait, c'était pas le sujet. On n'était pas là pour parler du Proche-Orient. C'était pas du tout ça le truc. Non, mais est-ce que c'est compliqué de poser ce genre de Ruffin. On a invité Ruffin. J'ai demandé un jour moi-même à comment il s'appelle. Bon, maintenant il est plus à LFI, à Corbière de venir. Bon, il a pas voulu venir. Mais même on avait même pensé à Besancenot. Bon, j'y pense un peu moins maintenant quand même. Mais nous, n'importe qui peut venir. N'importe qui peut venir. Tu poses la question à Daniel. Tu dis, est-ce que mais tu sais parfaitement toi mieux que personne qu'il y a des sujets qu'on peut pas aborder. Pire que ça. Il y a même des gens, tu le sais très bien, mais depuis moi, le 7 octobre. Il y a aucun la sujet difficulté, c'est toi qui l'as, Steve, moi, de ramener des gens dans cette... Je voulais remercier Daniel parce que tu dis dans le bouquin que tu refuses assez rarement des interviews dans des plus petits médias qu'RMC. Et je tenais à te remercier parce que c'est pas la première fois que tu viens ici. Et on sait, nous, on a constaté que depuis 2 ans, c'est compliqué parce qu'il y a des associations qui sont faites. Non, mais il faut le dire. Pardon, Steve, mais avec ta pudeur et ta retenue. Mais tu crois que je vais sortir d'ici quand tu vas poster le truc si je le retweet et dire que je suis Radio J, qu'est-ce qui va se passer? Je le sais très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, mais donc je vais être pendant combien de jours je vais être sioniste d'après toi? 2, 3, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines? Voilà. Sioniste 3 semaines au moins. Ouais. Voilà. Mais enfin, tu vois, en fait, ça n'a aucun sens. Mais c'est justement, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je fasse. Donc, il va falloir que j'aille. Donc, bon, moi en plus, comme je vais partout. Donc, moi, demain, si une radio concurrente de la vôtre m'invite, mais moi j'y vais, il n'y a aucun problème, j'aborde tous les sujets. Moi je vais pas. Si tu dis cette polémique, t'as quand même fait réfléchir, t'as vraiment marqué, t'as fait réfléchir sur la suite. En revanche, ça a été super dur à vivre et pour la première fois de ma vie où j'ai pensé arrêter. Ouais. Parce que c'était trop, j'en pouvais plus, c'était insupportable. Quand on t'accuse de ce que t'es pas et surtout que tout est fait toute ta vie, t'as toujours montré le contraire. Les gens avec qui t'as été, les gens avec qui t'as grandi, tes valeurs que tu exprimes, encore une fois, je le répète tout le temps. Mais il suffit d'écouter, je ne cache rien, aucune de mes... Je pense que je suis le seul à l'after à afficher autant mes opinions politiques. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, non? Bon, en plus, je fais même des émissions à côté où je pense que ça s'entend un peu. Donc, qu'on arrive... Tant que ça allait, tu vois, le côté on était tampon facho juste parce qu'à l'époque de Benzema, ça revenait souvent. Ça t'intéresse pas, justement, à l'avenir de développer un programme? Bien sûr que j'aimerais bien. Bien sûr que j'aimerais bien être dans une émission. Ouais, bien sûr que j'aimerais bien. Oui, un peu plus, enfin l'animer, pas seulement être... Oui, bien sûr que ça me plairait. Ouais. Quand on me le proposera, j'irai, mais on me l'a pas proposé encore. D'accord. Voilà. Il nous reste malheureusement très peu de temps, une dizaine de minutes. J'avais préparé pas mal de questions sur le PSG, pas de quiz sur pour Mbappé. Il y a un quiz quiz à la fin. Il nous restera 2 minutes pour le quiz. Je voudrais qu'on parle du développement de la marque After. C'est aussi ça l'une des grandes réussites de ces 20 années d'entreprise commune avec Gilbert et toute la bande à qui tu rends hommage d'ailleurs dans le bouquin. Comment est-ce que vous avez pensé la chose? Ça s'est fait au fur et à mesure, des briques qui s'ajoutent les unes après les autres. Il faut que tu invites Gilbert, parce que le grand penseur du développement de la marque, c'est lui. Moi, lui, il tient les murs et moi, je m'agite à l'intérieur de la maison.
Mais les murs, les idées. Bon, le resto. Il y a le dossier de l'after, maintenant il y a les le resto, restos. c'est différent parce que le resto, on a eu l'idée ensemble. On l'a souvent raconté. C'est en allant voir Platini dans son resto à Cassis. En sortant, on s'est dit putain, il faudrait qu'on fasse ça. Les gens qui goûtent l'after, ils viendraient. On serait là, on pourrait les rencontrer. L'idée de grande famille de l'after et tout. Ça, c'est venu tous les deux. Mais malgré tout, même dans cette aventure du resto, lui, il gère tout le côté contrat, l'organisation, les soirées, machin. Et moi, je vais plutôt discuter avec le cuistot pour savoir s'il a bien fait la pizza, tu vois. On a à chaque fois des rôles bien définis, on se complète, c'est parfait. Et toutes les idées, par exemple, là, cette année, on va faire une tournée dans plein de villes de province. On va faire une... Non, je crois qu'il veut pas qu'on les dise avant les trucs, Gilbert. J'ai failli dire, Moi, j'ai fait il va m'en vouloir de rendre parce qu'il a préparé plein de trucs, mais c'est lui, il adore et il le fait très bien. Donc voilà. Moi, j'ai une question par rapport à l'after et même par rapport au livre, donc le foot selon moi. On a quand même est-ce que tu as le sentiment, donc le foot a changé quand même depuis que l'after a démarré, et on a quand même l'impression que le jeu prend de plus en plus d'importance. Avant, quand a démarré l'after, on va dire que les équipes qui étaient en bas de tableau, elles jouaient derrière, quoi. Ça balançait devant, et de plus en plus d'équipes pensent à développer du jeu. Et est-ce que, quelque part, t'as pas l'impression d'avoir eu un impact important quand même sur cette évolution? Alors évidemment que les entraîneurs vont dire, bah non, mais quand même, avant les joueurs, nous, les gens on en a beaucoup parlé, on était les premiers à en parler. Merci tu de vois le quand même souligner que la parce qu'il y a réalité- des gens qui oublient un peu qu'effectivement on parlait de ça très souvent, beaucoup de l'école de pensée française. C'est ça. Qui était très défensive, ça on en a beaucoup parlé, on a comparé avec ce qui se faisait à l'étranger. Bon, entre-temps, il se trouve que nous, dans notre développement, on a également suivi le développement du football espagnol, qui est devenu le meilleur à travers Barça Real dans les années 2010, 2010 d'ailleurs, parce qu'on a eu, entre 2010 et 2020, ils ont gagné quasiment tout. On enlève 2019 Liverpool, l'Inter 2010. On doit avoir le Bayern 2013. Le reste, c'est Barça et Real. C'était les matchs les plus forts, les plus impactants. Donc, c'est ce football-là qui a dominé. Et c'était un football technique. C'était un football fait de déséquilibre, un football protagoniste avec une pensée très positive. Donc, t'as une satisfaction quand même de voir que tout le monde veut développer ça. Dès 2012, Blanc, quand il prend l'équipe de France, il dit qu'il faut changer l'approche, la mentalité. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup parlé de ça. Après, savoir de quoi on a été responsable ou pas, ça, j'en sais rien. En même temps, tu dis dans le bouquin que tu préfères ouais. Del Bosque à Guardiola. Tu t'inquiètes un peu devant le phénomène de gourou qui se développe. Non, je préfère pas Del Bosque à Guardiola. À Guardiola ou à Enrique, tu dis? À Enrique, à Luis Guardiola. Enrique. Non. C'est pas ça que je dis. Je dis pourquoi certaines personnes passent pour des gourous, des génies, alors que d'autres qui ont également gagné, on leur met jamais ce tampon. Qu'est-ce qui fait qu'un entraîneur, et souvent ce que j'appelle l'entraîneur intellectuel, de parce qu'il développe devant les journalistes, son propos, ça ressemble à ceux d'un gourou, et d'un coup on lui met le tampon génie. Par exemple, un mec comme De Zerbi, il a ce tampon. Et Luis Fernandez, tu il a une rappelles très le coup courte expérience. tactique de Luis Pour Fernandez l'instant, avec il nous a Daniel rien Bravo. montré. Bien sûr. J'aime beaucoup, et toi, j'ai aucun problème. Son discours, j'aime bien. Ses idées, j'aime bien. Mais pour l'instant, je ne les vois pas. Mais il a le tampon. C'est-à-dire qu'on met le tampon au préalable. Et un entraîneur comme Luis Fernandez, que tu as beaucoup admiré comme joueur, Mais tu comme dis lui, c'est pas un intellectuel. Pourtant, on peut reprendre factuellement des éléments de sa carrière. Il a fait des choses à peu près identiques dans les idées de jeu à ce que fait Luis Enrique. Par exemple, on me dit Luis Enrique, Dembélé neuf et tout. Ouais, ok, Roland Courbis, c'est le premier qui en parle à Rennes, c'est facile à vérifier. Hein. Non seulement tu regardes les compos de Rennes, mais même son discours à Roland Courbis. Et puis en plus, nous on le sait, parce qu'il en parlait chez nous, puisqu'il était là. Mais c'est pas des intellectuels, ils parlent pas comme des intellos, donc ils ont pas le tampon. Pareil, comment tu fais jouer le milieu de terrain de façon offensive et tout. Hidalgo, il a fait 3-10 au milieu de terrain. Il n'a jamais eu l'étiquette d'un génie, d'un gourou ou d'un quoi que ce soit. On disait même que c'était un peu Platini qui faisait l'équipe dans le vestiaire, machin et tout. Mais quand t'es Guardiola, école Guardiola, alors en fait, c'est pas à eux que j'en veux. C'est pas du tout à eux que j'en veux. Un mec comme Guardiola est plutôt dans l'humilité, à la différence de Luis Enrique qui est un petit peu plus arrogant. Mais c'est leur personnalité, j'ai pas de problème. Moi, ce qui m'agace, c'est l'idolâtrie. C'est la façon dont les gens en parlent. Ce qui est en plus, quelque part, un peu incohérent, vont me répondre les gens, parce qu'en fait, au début, c'est moi qui les ai beaucoup vendus, ces entraîneurs-là. Moi, je les adorais. Mais peut-être que le fait... Tu sais, c'est comme quand t'es plus jeune, tu parles d'un film que t'adores ou d'un réalisateur, tout ça. Et puis après, tout le monde se met à l'aimer. Et toi, tu dis... Tu l'aimes plus, du coup.
Fais chier, putain, maintenant tout le monde l'aime. C'était moi le premier qui en ai parlé, tu vois, voilà. Donc il y a peut-être ce côté-là, tu vois, il y a peut-être ce côté-là qui m'agace. Mais c'est vrai que moi, ces entraîneurs-là, c'est moi qui en parlais en premier. Mais Bielsa, qu'est-ce que j'ai pas pris dans la gueule quand je parlais de Bielsa? Il y a de belles pages. Et c'est tous les fils de Bielsa, ces mecs-là. Lucien Hernandez, Il y a de belles pages. Non, mais très belle page. N'importe quel Sacré Lucien supporter Hernandez. du Paris Saint-Germain, Lucien Hernandez, c'est la légende. C'est la légende, effectivement. Mais son deuxième passage, on l'a c'est eu. un peu le. Ouais, mais le premier, mais c'est quelqu'un qui est lié à l'identité du club. On l'a eu ici même dans l'émission. On est tous dingues. Son image de lui au bord du terrain comme ça contre PSG Marseille, ça reste gravé. C'est extraordinaire ces images-là. Le quart contre Barça. Et la finale, et Yuri frappe, Bruno frappe, c'est extraordinaire. Tu peux jamais oublier des images. Je trouve qu'on l'a un peu volé cette finale-là avec le rôle de Yannick Noah auprès des joueurs. C'est les médias qui en ont fait des tonnes là-dessus. Pour toujours diminuer Luis, parce que Luis donnait pas dans les médias, certains journalistes, je sais pas, il y avait cette espèce on entretenait la légende autour des blagues à son sujet parce que sa façon de parler. Il y a des joueurs qui l'avaient dit ça quand même derrière, que Yannick avait été hyper important. Ils ont tout le temps dit. Le dîner qu'on a fait ensemble, nous a aidé à nous ressouder. Et la tactique, c'est Luis qui l'a mis en place. On dit ouais, un tel c'est un génie. Il est passé à 3 derrière et tout. Ok, pour la finale, Luis il le fait. Il change tout, il met 3 mecs derrière, les 2 dans le couloir et en plus il perd Rail au bout de 12 minutes. Ok, il s'est adapté, il a réussi, on l'a gagné la finale, non? Mais c'est pas un génie. Lui, c'est pas un génie. Il nous reste 1 minute sans aucune transition. Un mot sur le cas Mbappé, on en parlait tout à l'heure dans l'introduction. On n'a plus le temps. J'ai préparé. Vas-y, Benjamin et réaction de Daniel. Un mot. Écoute, Kylian Mbappé. 260 millions. Ouais, alors faut décomposer là-dedans. Il demande la requalification de son CDD en CDI. Donc tout ça, est très compliqué. Je vais pas rentrer dans le détail ici. Il demande dommages et intérêts pour harcèlement moral qui aurait été caractérisé par le fait qu'il a été dégradé, il a été mis en réserve, etc. Dans la presse, il a été dénigré. Et donc il demande des dommages et intérêts à ce titre. Et évidemment, il demande le paiement des fameuses primes qui auraient été contractualisées. Et là, je pense que le débat est assez simple, à mon avis, c'est blanc ou noir. Est-ce que oui ou non, la prime, elle est inscrite dans le contrat? Si la réponse est oui, Kylian Mbappé, je te le donne en preview, Kylian Mbappé aura ses 55 millions d'euros, plus les intérêts, plus le reste. Et pourquoi le Paris Saint-Germain réclame 240 millions? C'est pas à toi que je vais apprendre que la meilleure défense, c'est l'attaque. Le Paris Saint-Germain sait parfaitement, encore une fois, je te le donne en preview, le Paris Saint-Germain sait parfaitement qu'ils n'obtiendront jamais le moindre euro de dommages et intérêts, simplement pour se donner une posture vis-à-vis du Conseil de prud'homme en disant, nous, on est super sûr de notre coup, et on demande un montant astronomique. Mais encore une fois, je te prends le pari que le PSG n'obtiendra absolument rien. À l'inverse, Kylian Mbappé, sous réserve qu'il y ait un fameux document qui dise que Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain, avait eu un autre accord postérieur qui dirait qu'effectivement Kylian a renoncé à cette prime-là. Si ce document n'existe pas, il n'y a que les écrits qui valent devant le Conseil de prud'homme, et donc en conséquence, il aura cette prime. Un mail, Daniel, un mail, c'est un commencement de preuve, pourquoi pas? Un commentaire sur les explications de Benjamin sur cette affaire Mbappé. Écoute, l'avocat vient de te donner tous les éléments. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça? Moi, depuis le début, j'ai l'impression que de toute façon, tant qu'il ne prouve pas il faudrait des témoins pour dire oui, il y avait un accord verbal. Alors je sais que pendant un moment, ils ont poussé Luis Enrique et Luis Campos à dire qu'ils étaient là et qu'ils ont entendu. Je crois pas que les deux aient accepté de dire ça, à moins que ça ait changé aujourd'hui, mais je pense qu'on le saurait. Et donc il n'y a pas d'écrit, et oui, depuis le début, j'ai l'impression que les 55 millions, ils vont être obligés de les lâcher, quoi. Voilà. Après, le reste, ça m'a l'air un peu... C'est un peu plus compliqué de caractériser le harcèlement. Ouais. Il faut démontrer des agissements répétés. Ça avait été le cas pour Rabiot, mais il était en contrat depuis au moins. Exactement. Avant 2015, il y a une réforme légale en 2015 qui a imposé le CDD comme contrat de droit commun pour les sportifs professionnels. Merci pour les explications. Voilà, c'est fini. Donc à partir de maintenant, pendant 3 semaines, c'est terminé. Je vais m'en prendre plein la gueule à cause de vous. Merci les amis. Messieurs, c'est l'heure de jouer avant de partir, Daniel. Ah oui, quand même. Radio oui, quand même. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. On va jouer autour du quart de finale de la Coupe des Coupes C2 96, Paris Saint-Germain contre Parme. Tu te rappelles de ce match, Daniel? Très bien. PSG Parme. PSG Parme, bien sûr. T'en souviens? Pourquoi t'as été venu chercher ce match? Parce que c'est une période, exactement. La compo. Qui donnait la compo? Allez, on Bernard Lama. Merci. Rai qui marque les pénaltys, non? Ouais, Rai. Daniel? Pascal Nouma démarre. Absolument. Et à côté de qui? Bon ce soir-là, à côté de Patrice Loco, bien sûr. Et deux. Qui est très bon. Djurkaeff, il est là. Et deux. C'est Valdas? Julio César Delgado. C'est quoi? C'est on dit comme ça? Il n'y a pas de tour de passage. Ah d'accord, j'avais pas compris. C'est pas clair. Excuse-moi, c'est pas clair. Paul Le Guen. Tu comptes les points d'abord là? On a Paul Le Guen sur le terrain, on a Vincent Guérin. Alain Roche, Paul Le Guen. On a Colter à gauche.
Côté à C'est gauche. toujours vous avez là, toute bien l'équipe. Il n'y a sûr. pas Jean-Luc Sassus Alain Il y a Roche, Fournier, non, non c'est Laurent Fournier, à droite, Laurent c'est Laurent Fournier, ouais. Laurent Candidio Fournier. Filio Valdo Ouais, Non, Valdo Valdo est est parti. parti. Il est déjà parti. Valdo est parti. 96, il est Ola parti. Il y a Bravo, non Il y a Bravo, Ginola ouais. est parti. Bravo joue, bien sûr. en Alors, milieu. vous avez les 11, là il manque les 3 qui sont rentrés en jeu. Toujours à trouver. Oumar Dieng. Il y a- Deux défenseurs. Francis rentre pas Si, Francis Yasser. Francis, Ah, bah oui, il rentre. évidemment. Il en manque 2. L'un Joueur vient, français. un défenseur qui venait d'Auxerre. Alain Il a Goma pris- Non, Non, il Goma, n'est pas resté tard. très longtemps. Mahut, Stéphane Mahut là. Non, Stéphane Non, Mahut. Maé. Stéphane Maé, très il a bien. dit Mahu, excuse-moi, il a dit Ah, Mahu. il a pas- Ça il a n'a pas- aucun sens. Et le buteur du Paris Saint-Germain contre le Barcelone en 95, en quart de finale, Guérin, Vincent Guérin, Guérin. ouais, était remplaçant. Parme, vous avez l'équipe de Parme Il y a Buffon, Stoïkov. Buffon. Non, non, il y a Stoïkov. Il n'y a pas Buffon dans les Non, buts c'est pas Buffon. Non, c'est. Il y a Pas Gluka. Non, c'est Luca. Et voilà. C'est Mancini. Luca. Non, comment il s'appelle ce gardien Luca. Luca Peruzzi. N'importe quoi. Ah, vas-y. Angelo Perez. Luca Bucci. Luca Il y a Bucci. Stoïkov. Faustino Sprilia. Il y a Stoïkov devant. Asprilia. Il y a Stoïkov, bien Stoïkov. sûr. Il doit y Ah, avoir là. Méli. Il y a Méli. Elle est Faustino forte. Asprilia. Il doit y Brambilla. avoir Benarivo. Il y a Baggio, Il doit y avoir Benarivo. Dino Luigi Baggio. Apolloni en défense. Ouais. C'est une très belle équipe. Dino Baggio. Dima, tu m'écoutes quand je parle ou pas Il doit y avoir Diego Fuser. Est-ce qu'il joue Non. encore Non, il est parti à la Lazio déjà, Diego Stoïkov, Fuser. il est remplaçant, vous les avez. Il y a Pin, Gabriel Pin. Ouais, Ouais, si, qui avait joué à la Juve aussi. Alberto Di Chiara. Et l'attaquant, c'est l'attaquant remplaçant qui rentre en jeu. Faustino Asprilia, je Non, l'ai dit depuis 10 Massimo minutes. Kripa. Je l'ai vu, Et je peux pas Futur dire. All-Star. J'avais oublié en plus lui. moi, j'ai complètement oublié. Ouais, j'ai oublié. Au Milan AC. Et à la Avant Juve, centre star, Milan, Juve. Filippo Inzaghi. Ah oui, Pipo, il rentre. Moi, j'ai bien sûr. oublié. Ah, Ah, il était à Parme, ouais. Daniel Riolo, merci beaucoup d'avoir beaucoup. été À avec très nous pour bientôt. nous présenter ce livre très personnel et très sympathique, Le football selon moi. C'est publié aux éditions Marabout. Rappelons également cette saison de l'after, cette saison du football selon l'after qui est aussi très très bien fait. Merci à Benjamin et à Alexis d'avoir été Merci avec à nous toi. ce soir. Merci à Benjamin à la réalisation. Tout de suite, Lise Gutmann. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Classico. Radio J.